Forse possiamo iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti e grazie per essere qui con noi a questo primo incontro che l'Università Popolare di Musica dedica a Nietzsche e la musica. Un ringraziamento particolare va ovviamente agli amici che sono qui di fianco a me e due amici che vengono a trovarci per una seconda volta a Como, Jean-Yves Clément e Michel Onfray, e all'amico Riccardo Pecci che introdurrà insieme a me l'incontro di oggi e che ha condiviso l'idea di far partire un laboratorio da dedicare interamente al rapporto che Nietzsche ha intrattenuto con la musica, sia come filosofo che come musicista a tutti gli effetti. L'incontro di oggi infatti si intitola Nietzsche filosofo musicista, anche se in certi momenti mi sarebbe piaciuto forse chiamarlo Nietzsche musicista filosofo più che filosofo musicista, ma questa è una mia deformazione professionale, privilegiando la musica alla filosofia. Un grazie poi in particolare alla Biblioteca Comunale che ci ospita per questo incontro che per noi è molto importante, e Alice Viganò che è il direttore di questa biblioteca che ha condiviso con noi questa iniziativa. Abbiamo solo il problema che forse state già vivendo, che il numero delle cuffie che sono arrivate non sono sufficienti. Ne stanno arrivando delle altre che secondo me non saranno ulteriormente sufficienti, ma che riusciranno a soddisfare una parte magari del pubblico che è presente. E quindi so che sono in arrivo, quindi appena arriveranno magari interromperemo per pochi secondi in modo da distribuire le cuffie per permettere la traduzione simultanea, che invece in questo momento è in azione con le due interpreti che ringrazio anche a loro, che stanno traducendo adesso dall'italiano al francese. Io prima di iniziare e di dare la parola a Jean-Yves e a Michel sulla questione specifica di Nietzsche e la musica, volevo approfittare della presenza di Michel qui a Como per porgli una domanda forse un po' generica e un po' superficiale, ma che spesso mi viene posta e spesso mi pongo io stesso da un po' di anni, perché nella mia vita da un po' di anni continuo a incontrare Nietzsche un po' ovunque, e lo incontro ovviamente da quando ho iniziato questa esperienza dell'Università Popolare di Musica, e oggi siamo qui a inaugurare un laboratorio su Nietzsche e la musica. Quando ho cominciato a leggere i libri di Michel mi aveva colpito fin dall'inizio l'idea di mettere in esergo ai suoi capitoli e ai suoi libri delle citazioni che nascevano da Nietzsche. Quando abbiamo inaugurato la nostra Università Popolare, Michel ha citato Nietzsche e il suo rapporto con Wagner. C'è una presenza costante di Nietzsche all'interno di questa nostra esperienza, e la domanda banale anche che mi veniva da porgli è: perché noi ci confrontiamo con questo autore e in che cosa questa esperienza che stiamo vivendo noi agli inizi a Como come Università Popolare, e invece l'esperienza che dura da molti più anni e che è più direttamente collegata alla filosofia e ai tuoi corsi, la si può definire nietzschiana? Merci à toi Bruno, merci à vous, chers amis, pour nous recevoir, pour cette réception que vous nous accordez tous les deux, Jean-Yves et moi, des vieux amis, dans cette aventure nietzschéenne. Il faudrait, pour pouvoir répondre à cette question-là, expliquer ce qu'est la théorie de l'évolution des plantes chez Goethe, qui nous explique comment on passe du gland au chêne, et comment du gland au chêne c'est la même chose qui se déplie et qui se déploie. Pour Nietzsche, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Nietzsche, mais c'est le même Nietzsche, bien sûr. Et le Nietzsche qui nous intéresse dans cette aventure de l'université populaire, c'est celui qui tourne autour des années 1870-72, celui de la naissance de la tragédie, le Nietzsche wagnérien, et le Wagner d'avant Bayreuth, d'avant la concrétisation de Bayreuth. C'est-à-dire que l'Allemagne vient de gagner la guerre, Nietzsche pense que quand on gagne une guerre, on la perd, qu'il faut donc non pas penser qu'on a des droits, mais qu'on a des devoirs, et il pense qu'il faut faire l'Europe, refaire l'Allemagne et refaire l'Europe.
et faire l'Europe avec la France et l'Allemagne, et utiliser la musique comme une occasion politique. Donc il ne s'agit pas, comme on a pu le lire chez Nancy, Lacoulapart ou d'autres, de parler d'esthétisation de la politique ou de politique esthétique. Il s'agit simplement de dire que la musique peut jouer un rôle politique extrêmement concret. Nietzsche pense que la tragédie grecque a joué un rôle essentiel dans la constitution de la cité athénienne, et bien il pense que le drame wagnerien, l'opéra de Wagner, peut jouer un rôle politique. Il s'agit de créer des mythes avec lesquels le peuple peut se trouver sublimé. Et ce peuple allemand, il peut vouloir une réconciliation avec la France et créer une Europe intellectuelle, une Europe dans l'esprit de la Renaissance, celle de Burckhardt et de quelques autres de ses amis de l'époque. Bayreuth doit jouer un rôle dans cette aventure. Il s'agit de créer un lieu, et on a souvent ce souci et ce désir du lieu, encore tout à l'heure, en se disant on va acheter cet hôtel, on va en faire une université populaire, mais le désir du lieu est important chez Nietzsche. Pendant toute son existence, il pense qu'on doit pouvoir trouver un lieu pour incarner sa philosophie, et Wagner a le désir de Bayreuth. Bayreuth, ce serait le lieu de son opéra, de son œuvre propre à Wagner, mais ce serait aussi, hypothétiquement, le lieu de la renaissance de l'Allemagne. Et puis il faut de l'argent, il faut trouver des financiers, et ce lieu qui doit être un lieu de renaissance intellectuelle va finir par devenir un haut lieu de réception de la bourgeoisie, de l'aristocratie, des marchands, des banquiers, des bourgeois, etc. etc. Et Nietzsche va se fâcher avec Freud, avec Bayreuth et Wagner dans cette aventure. Je serais fâché avec Freud aussi, je pense, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, ça ne correspond plus au désir qu'ils avaient, au désir commun d'un lieu de renaissance spirituelle qui utilise la musique pour refaire du lien social. Et de fait, quand Bruno m'avait demandé de venir à l'inauguration de cette première université populaire de la musique à Côme, l'expression était venue, comme ça, tu m'avais posé une question, on avait parlé, et j'avais dit, mais cette université populaire, c'est l'anti-Bayreuth. C'est l'anti-Bayreuth et c'est un Bayreuth aussi à soi seul. C'est l'anti-Bayreuth dans ce que Bayreuth est devenu l'expression ou la quintessence de l'aristocratie, de la bourgeoisie, de l'argent, etc. Mais ça reste le vrai Bayreuth, c'est-à-dire le lieu dans lequel, le Bayreuth d'avant ce que Wagner en fera, mais le lieu dans lequel on pense, on réfléchit, on utilise la musique comme une occasion de fabriquer du lien, comme une occasion de réunir des gens, comme une occasion de penser à partir d'autre chose que la raison raisonnable et raisonnante. C'est d'une certaine manière laisser croire que Dionysos a plus de pouvoir qu'Apollon, et que peut-être l'un ne se joint jamais sans l'autre. Si on partait de la musique, on pourrait retrouver l'occasion d'une communauté qui, elle, pourrait produire une Europe, l'Europe à laquelle il aspire. Alors évidemment, quand je disais tout à l'heure que ce Nietzsche-là disparaît, il disparaît quand Bayreuth devient Bayreuth, mais il reste dans l'esprit de Nietzsche cette idée qu'on doit pouvoir continuer à fabriquer une communauté. C'est la communauté épicurienne qui va prendre la suite chez lui. C'est à partir du Humain trop humain, qui est un livre déjà anti-wagnérien, ça marche à fleur et moucheté un petit peu, parce que le modèle, pour le coup, ce n'est plus Wagner qui a beaucoup déçu Nietzsche, mais le modèle, c'est Épicure. C'est Épicure, la sérénité, l'ataraxie, l'absence de trouble, la communauté et la communauté des amis. Et ça aussi, c'est ce qui nous réunit, la communauté des amis. D'abord, le désir d'un lieu qui pourrait être ce qu'était Bayreuth dans l'esprit. Ensuite, ce qu'est la communauté amicale, épicurienne, à laquelle Nietzsche va souscrire pendant une quinzaine d'années. Il va chercher des lieux, même concrètement, avec sa sœur. Ils vont chercher des endroits en se disant peut-être ici, on pourrait avoir une ferme, on pourrait être autonome, on pourrait travailler à plusieurs. D'abord Lou Salomé, d'abord Paul Rey, d'abord Nietzsche, cette première communauté, puis d'autres, Köslitz, Fagast, les amis, etc. Et c'est un second désir, c'est le nôtre aussi, un désir d'amitié, parce que l'amitié est une politique, et qu'il y a une politique de l'amitié. Et puis il y a le dernier désir, qui est le désir du surhumain, plus que du surhomme, mais qui reste encore ce même désir. C'est presque la synthèse, enfin les métamorphoses de Nietzsche, mais la synthèse d'un Bayreuth et d'une communauté épicurienne. Il s'agit pour le coup de fabriquer des communautés de surhommes. Le surhomme, c'est extrêmement simple, c'est celui qui sait que le réel est tragique, c'est celui qui consent à cet aspect tragique du réel, et c'est celui qui jouit de cette béatitude-là, de savoir que finalement on n'a pas grand-chose à faire d'autre que de consentir au monde comme il est. Ça aussi, c'est une façon d'imaginer que la musique continue à jouer un rôle. Parce qu'ainsi parlait Zarathustra, qui est le lieu de ce dernier Nietzsche,
et, enfin c'est du moins mon hypothèse, et le grand opéra sans musique de Nietzsche, qui a décidé un jour qu'il n'était pas fait pour la musique parce que d'autres, plus forts et plus puissants que lui, le lui avaient dit, dont Wagner. Et effectivement, à un moment donné, il renonce à la musique, il renonce sans y renoncer, mais enfin, le lieu de la musique, le lieu de la sublimation de la musique, pour Nietzsche, ça devient ainsi par les Zarathustra. Les cadences, les leitmotifs, le grand poème musical, cette espèce de lyrisme d'une prose qu'on pourrait simplement, en la disant, montrer qu'elle est musicale. Et je pense que ce qui nous réunit ici, ça peut être, d'une part, l'esprit de Bayreuth, d'autre part, la communauté des amis, et dans un troisième temps, cette idée que le surhumain, comme une éthique post-chrétienne, est quelque chose de possible, et que c'est possible à pratiquer ensemble, dans des configurations qui sont celles des universités populaires. Alors je suis très heureux de cette université populaire qui a pris la musique comme épicentre. J'en ai créé une autre qui avait pris la gastronomie comme épicentre, celle de Caen à laquelle Jean-Yves fait partie, et Myriam qui s'occupe aussi d'un autre séminaire à l'université populaire. C'est une autre occasion de dire que nous pouvons fabriquer des communautés à partir de désir de savoir, désir de goûter, désir d'écouter ou désir d'entendre. À partir de ces désirs, on peut fabriquer des micro-communautés, et ce sont des politiques. Voilà, je vais laisser Jean-Yves peut-être soit répondre à cette question, soit... Je ne sais plus quelle était la question, mais je pourrais rajouter en contrepoint, pour filer la métaphore musicale avec Michel, que ce qui nous réunit pour toujours ici, c'est la toujours actualité de Nietzsche, c'est-à-dire au sens nietzschéen, son inactualité plutôt, et au sens de sa traduction française qui est mauvaise à mon avis, les considérations inactuelles, c'est que c'est une des œuvres de Nietzsche, inactuelle étant en fait de l'allemand Unzeitgemäßig, je crois, quelque chose comme ça, en fait plutôt à contre-temps, intempestif, ce qui dérange, et à contre-temps, voilà, une métaphore musicale est très importante, et intempestif aussi, et Nietzsche est vraiment entre ces deux pôles finalement, de l'insolence et de la musique permanente, et cette musique, pour revenir au sujet, qui traverse son œuvre, je dirais son âme, son cœur, son corps presque, lui qui a été pianiste, et très beau pianiste, très bon pianiste, si on croit les témoignages de l'époque, merveilleux improvisateur et compositeur, on en parlera. La musique qu'on retrouve jusqu'à la fin dans son œuvre, dans son style aussi, dans toutes ses préoccupations. Il n'y a pas, à mon avis, de philosophie de Nietzsche sans penser, sa pensée à lui de la musique, et sa musique qu'on retrouvera de façon tout à fait émouvante, même jusque dans la folie, puisque Peter Gast témoigne de la façon dont Nietzsche encore improvisait apparemment avec génie, même fou. Et moi je me rappelle, Sils Maria, avoir vu un manuscrit très touchant que j'évoquais tout à l'heure avec Bruno, du Nietzsche fou de l'hôpital psychiatrique, on peut dire, qui mêlait dans la même page notes et mots ensemble. Alors on a des bouts de partition et puis ces mots qui s'entrecroisent, et ça donne finalement presque un dessin, presque une œuvre, une méta-œuvre, et très significative de l'obsession de Nietzsche qui a toujours été d'associer les mots, la pensée, même s'ils abêtissent, comme il dit, même s'ils amoindrissent à côté des notes musicales, et la musique elle-même donc, et cette osmose magique est quelque chose qui nous réunit de manière idéale à mon avis à Côme, dans ce lieu emblématique pour moi où a vécu pas loin mon ami Franz Liszt, qui commence d'ailleurs sa plus grande œuvre pour piano, la fameuse sonate par des parfaits contretemps. Lui aussi, et Liszt, qui, de Nave, vous le savez, Cosima, la fille qui est née, et d'où son prénom, chez vous, là aussi, à Côme. Donc voilà un lieu qui réunit finalement toute la famille de beaux, de grands esprits et d'esprits libres autour de ce génie que nous vénérons encore aujourd'hui de façon actuelle et inactuelle à la fois. Je ne sais toujours pas quelle était la question, mais... Oui, Riccardo. Dunque, innanzitutto anch'io saluto Jean-Yves Clément e Michel Onfray e li ringrazio per questo dono che ci stanno facendo oggi con la loro presenza. Io volevo riallacciarmi al concerto di ieri sera, nel corso del quale il maestro Dalbon ha diretto l'inno alla vita di Nietzsche su testo di Lou Salomé, e credo che il maestro Dalbon si possa vantare di essere uno dei 2 o 3 direttori d'orchestra al mondo che hanno in repertorio questo pezzo. E in Ecce Homo, quindi in un testo compilato nell'ultimo autunno di lucidità da parte di Nietzsche nel 1888, Nietzsche ci fa capire quanto consideri importante questa pagina. Sappiamo con quanta ostinazione lui cerchi di curarne la pubblicazione, quanto impegno investe in questo progetto,
E in Ecce Homo si dice molto chiaramente: questo inno lo si canterà in mia memoria. E in Ecce Homo emerge con altrettanta chiarezza quanto in questo inno, nei versi di Lou Salome, Nietzsche riconosca uno dei concetti chiave della sua tarda filosofia, il concetto dell'amor fati, del sacro dire di sì alla vita, e quindi l'ultima metamorfosi di Zarathustra, insomma il fanciullo, eccetera, eccetera. E al punto che riproduce l'ultimo verso della poesia di Salome, che suona così: non hai più altra felicità da darmi, bene, hai ancora la tua pena, aggiungendo: in quelle parole c'è grandezza, il dolore non vale da obiezione alla vita, e in ultima aggiunta, forse in quel passo c'è grandezza anche nella mia musica. Allora, a fronte di queste valutazioni, insomma, che Nietzsche fa sul suo pezzo, io mi sono posto qualche domanda. Innanzitutto, credo che questo pezzo testimoni l'importanza eccezionale, del tutto inconsueta, che la musica riveste nel progetto filosofico di Nietzsche all'interno della musica, della storia della filosofia occidentale, nel senso che non esiste, non so, Hegel non ha composto un inno alla dialettica o alle astuzie della ragione, insomma Kant non ha composto un inno alla critica della ragion pura, o Cartesio non ha composto un inno al cogito ergo sum, insomma. Eppure, nonostante ciò, da 150 anni questo pezzo è rimasto totalmente ai margini della considerazione critica, ed è molto difficile misurarsi non solo con le parole di quest'inno, quanto con le note musicali di Nietzsche. Per cui la mia domanda a entrambi, sia a Michel e a Jean-Yves, se hanno una chiave di lettura per questo strano oblio, diciamo, per una pagina che lo stesso Nietzsche considerava assolutamente fondamentale, al di là di qualunque valutazione estetica noi possiamo darne. L'hymne à la vie? Sì. Ben, l'appréciation qu'en fait Nietzsche pour lui-même est révélatrice, à mon avis, de l'importance de la musique à ses yeux, à ses oreilles, quand il dit quelque chose du genre que finalement, effectivement, l'hymne à la vie suffirait presque à expliquer sa philosophie et la philosophie en général. Il me semble que de toute façon, on ne peut pas, encore une fois, comprendre la philosophie de Nietzsche sans se pencher sur cet amour débordant pour la musique, puisqu'à la fin de sa vie, Nietzsche nous dit que finalement il n'y a plus que le destin de la musique qui l'intéresse, que ce dont il a besoin maintenant, encore et toujours, c'est de la musique, il n'y a que la musique. La relation épistolaire qu'il entretient avec Peter Gast est de loin la plus belle, la plus profonde, la plus importante, la plus proche même pour son cœur, puisque Peter Gast est aussi celui qui révise ses manuscrits, ses épreuves. Donc c'est un témoin de la philosophie aussi de Nietzsche, pour un musicien de très 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 moindre envergure que même Nietzsche sans doute d'ailleurs, et que Nietzsche a idéalisé, c'est un autre sujet. Voilà, l'hymne à la vie, oui, l'hymne à la vie comme le reste de sa musique importe à Nietzsche, mais rappelons qu'à part l'hymne à la vie, et même l'hymne à la vie dans sa première mouture, la musique de Nietzsche est quand même une musique relativement de jeunesse, il me semble. C'est-à-dire que Nietzsche a composé jusqu'à une certaine époque de sa vie, et après il n'a plus composé, et qu'il s'est mis à la philosophie et qu'il écrit Zarathustra le reste, comme il le dit, faute de mieux, faute d'être compositeur, et voilà, peut-être qu'il y a là une sublimation, une compensation, et que l'écriture, et le style en particulier, qui est tellement musical, prend la place chez lui du compositeur qu'il n'est plus, qu'il n'est pas, peut-être en regard de Wagner, de plein de choses, et que finalement il ne peut pas être non plus. Moi j'ai tendance ici, pour commencer éventuellement à polémiquer, à considérer quand même, avec tout l'amour que j'ai pour Nietzsche, qu'il n'est pas un grand compositeur, ni réellement, ni virtuellement, ni potentiellement, ni tout ce qu'on veut en ment, mais qu'il était sûrement un compositeur de génie, quelqu'un de très doué, mais néanmoins c'est pas Brahms, Chopin, Bizet, Wagner et tous les autres, et c'est comme ça, et que comme il le dirait lui-même, sa musique on l'a ailleurs, on l'a dans sa philosophie, dans cette façon de cultiver l'aphorisme, dans une manière de traiter le style qui est très musicale, dans les tirés, dans le rythme, vraiment dans la façon incarnée d'écrire, dans les italiques, dans quelque chose qui fait qu'il invente un style proprement musical, une musique. Nietzsche, elle aussi dans ses poèmes, ses dithyrambes, dans un lyrisme effréné, dans une façon quand il dit « je ne sais pas faire la différence entre les larmes et la musique », avant de dire dans la même phrase Ecce Homo,
Quand je cherche un mot, un synonyme à musique, je ne trouve que le mot de Venise. Voilà, tout ça est révélateur de ce qu'est Nietzsche pour moi, un penseur musicien et un musicien de la pensée, de l'écriture. Ses compositions, en ayant fait modestement, sans doute par rapport à vous, le tour moi-même, quand je faisais mes études de philosophie, j'étais obsédé par ça, Nietzsche compositeur, me semblant ces compositions donc finalement assez frustrantes, et à part quelques leaders un peu plus réussis, et deux, trois choses par-ci, par-là, pas très intéressantes. Je ne vois pas quelle œuvre de Nietzsche on pourrait emmener sur l'île déserte, hein, par exemple. Voilà. Jusqu'à quel point donc est-il musicien, professionnellement en tout cas, même s'il a su écrire la musique, même s'il l'entendait merveilleusement, qu'il improvisait, qu'il avait des études professionnelles, qu'il était surdoué, mais est-ce que c'est un grand créateur de la chose musicale? Et puis il faut bien l'avouer, est-ce qu'on serait là à parler de Nietzsche, compositeur et musicien, si on ne connaissait pas Nietzsche, philosophe, créateur, est-ce mot, est-ce pensée? Ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, mais je crois que je n'ai pas du tout répondu non plus tellement à la question. Mais voilà, Nietzsche était sans doute pas lucide quand même sur ses propres compositions. Ce qui est intéressant chez lui aussi, et de façon très paradoxale, voire contradictoire, c'est l'importance qu'il donne finalement chez lui à sa musique religieuse. Et dès les débuts, dès sa jeunesse, il a une fascination pour l'oratorio, qu'il préférera toujours à l'opéra. Nietzsche, finalement, cher Michel, jusqu'à au moins 20 ans, 25 ans, était très chrétien, et pas du tout athée, et musicalement et spirituellement, et on trouve ça dans tous ses écrits de jeunesse, et il a une fascination pour les oratorios, il écrit une sorte de musique religieuse, et même l'hymne à la vie, pour finir là-dessus, que j'entendais hier, me semblait aussi une espèce d'hymne. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un hymne? De toute façon, si ce n'est une espèce de forme religieuse, me semble-t-il, au début, tout est dans les termes. Voilà, je suis allé à droite et à gauche, mais ce que je pourrais dire sur cet hymne à la vie, que je ne trouve pas être de la très bonne musique. Mais qu'est-ce que c'était bien dirigé hier? Alors, mon cher Jean-Yves, il n'y a pas que les génies dans l'histoire de la musique. Et l'idée qu'il... Non, s'il s'agit de dire il n'est pas Wagner, il n'est pas Brahms, oui, bien sûr, mais qu'il l'est. S'il y a cette mesure-là, quand on n'est pas Wagner, quand on n'est pas Liszt, ou quand on n'est pas Brahms, on est nul, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faut vraiment poser le problème. C'est-à-dire il ne faut pas dire il n'est pas dans la cour des grands, donc ce n'est pas un musicien. Un musicien, c'est quelqu'un qui compose de la musique. C'est aussi simple que ça. En France, on a une radio qui s'appelle Radio Classique, qui justement fait le pari de faire écouter des musiques qui ne sont pas les musiques des génies et des grands génies. Donc effectivement, vous avez sur France Musique les grands génies, ceux qu'on a reconnus comme tels un jour en nous disant ceux-là sont des très grands. On nous fait savoir que quand ils sont très grands, ils peuvent avoir des faiblesses avec des hommes, mais ce sont des grands, des génies, etc. Sur Radio Classique, on a une forte proportion de musiciens dont ma culture n'est pas immense en musique, mais moi dont j'ignore souvent le nom. J'écoute des musiques et je me dis, voilà, ce sont des gens qui ont fait une carrière de musicien et qui ont fait une œuvre de musicien, qui ont été des musiciens, parfois des musiciens extrêmement célèbres dans leur temps, simplement qu'on a oublié. Là, il faudrait faire de l'historiographie musicale pour essayer d'expliquer pourquoi il y a des philosophes mineurs et des philosophes majeurs, enfin, c'est comme ça qu'on dit en philosophie, si vous voulez, c'est-à-dire pourquoi il y a des musiciens majeurs et des musiciens mineurs. Donc moi, je ne jugerai pas de la musique de Nietzsche en disant je connais Brahms, au regard de Brahms, cette musique n'est pas bonne, il n'était pas bon, il n'était pas doué, etc. Ce ne sera pas ma façon de penser. Je vais plutôt essayer de voir ce qui est, indépendamment du jugement, en me disant, voilà, cette musique et ce personnage. Comment devient-on ce que l'on est? C'est vraiment la grande question nietzschéenne. Et comment devient-on le contraire d'un compositeur professionnel? Il en a eu le désir. Il voulait devenir compositeur professionnel. Et sa mère lui a dit non, tu seras pasteur, comme ton père. Et comme ton grand-père. Et les pasteurs font des études de musique, donc tu feras de la musique, et puis ça suffira bien. Et tu n'as pas besoin de faire des études pour devenir compositeur. Donc c'est d'abord une première castration. La mère dit, tu ne seras pas compositeur. Il fait des études pour devenir pasteur, et puis il renonce aux études pour devenir pasteur, et il devient philologue, pas du tout philosophe. Il continue à composer. Et puis, il continue dans la philologie, et c'est en philologue qu'il écrit La naissance de la tragédie, en donnant un livre magnifique de philologie, de philosophie, et de politique et d'esthétique en même temps. C'est dans ce grand livre, qu'en allant chercher du côté d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide et de la tragédie grecque, il nous dit, au regard de Wagner et de Schopenhauer, qu'on peut proposer une politique à partir de la musique de Wagner.
il continue à composer de la musique. Simplement, quand il soumet ses partitions à Wagner, qui se moque de lui, deuxième castration, à Hans von Bülow, troisième castration, il est bien évident qu'on commence à douter de soi. Il est toujours philologue, il n'est pas non plus philosophe, il n'est pas musicien non plus. Simplement, les grands musiciens, que sont au moins Wagner, à cette époque-là, pour ne pas parler d'Hans von Bülow, mais sont des gens qui lui font savoir que ça n'est pas sa voix. Et il renonce sans renoncer. Donc effectivement, il y a des œuvres, mais ce sont des œuvres de renonçants. Ce sont des œuvres d'une certaine manière inachevées, ce sont des œuvres inaccomplies, inabouties, et ce sont des œuvres qui sont écrites sous le signe de la castration. La peur, la crainte, la transgression, on compose tout de même, et il propose cette musique-là. Notre ami Vahan Mardi-Rossian, qui a joué Nietzsche au piano, j'ai fait une conférence un jour avec lui, et à l'issue de cette conférence, il avait ouvert la partition en me disant « mais il a des idées géniales, simplement il n'a pas l'audace du développement, il ne se permet pas le développement. » Il dit « ça, ce sont des idées musicales géniales. » Alors je dis « moi je ne suis pas musicien, mélomane mais pas musicien, qu'est-ce qu'une idée géniale pour un musicien ?» Il dit « c'est comme un philosophe, tu as une idée. Simplement quand l'idée est là, tu peux la développer ensuite. » Il dit « moi par exemple, Vahan Mardi-Rossian dit « moi je pourrais développer les idées de Nietzsche. J'aurais pas les idées que Nietzsche a, mais je pourrais les développer. » Et à partir de ça, alors évidemment, on est dans la potentialité d'une musique qui pour le coup n'existe pas, mais il disait voilà ce que Nietzsche aurait pu oser s'il en avait eu justement l'audace, mais il n'a pas eu l'audace. Donc ça se comprend aussi dans cette perspective-là. Alors tu as raison, on ne va pas applaudir la potentialité d'une musique, on va applaudir la réalité d'une musique. Simplement, je trouve que pour ce que j'ai pu entendre, et quand je mets en perspective ce qui s'est joué à l'époque, pas du côté des génies, mais ce qui s'est joué à cette époque, quand j'entends parfois à Radio Classique des musiciens de cette époque-là, des contemporains, c'est pas plus mauvais, je dirais, c'est pas plus mauvais. Et ça paraît parfois presque plus révolutionnaire. Quand on est allé saluer Bruno hier dans les coulisses, le chœur était en train de répéter, et il y a eu quelques mesures, je ne savais pas que c'était des mesures de Nietzsche. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et je me suis dit, c'est un auteur du XXe, mais qui ça peut bien être? J'étais loin de savoir que c'était Nietzsche, mais j'ai eu ça dans l'oreille, c'est-à-dire quelque chose de très contemporain. Devient fou en 1889, Nietzsche. Et les compositions datent de 15 ans ou 20 ans avant. Donc ça paraît quand même très intéressant de voir qu'il a pu entendre quelque chose qui à l'époque était inouï au sens étymologique. Et si on prend Schoenberg, universellement reconnu comme un grand musicien, mais il y a des moments très nietzschéens chez le premier Schoenberg. Et quand Schoenberg en arrive au dédécaphonisme, eh bien on peut imaginer qu'il aura fait lui un cheminement qu'il aura pu faire parce qu'il était musicien professionnel et qui se sera autorisé ce genre de choses. J'avais écrit un petit texte qui s'appelait Arnold et Frédéric où je disais que potentiellement il y a chez Nietzsche, s'il s'était autorisé la musique, quelque chose qui aurait pu le conduire du côté du premier Schoenberg ou du dernier Scriabine. Alors évidemment, on est dans l'hypothèse, dans la fiction pure. Simplement, il n'a pas pu faire autrement que ça, puisque toute son existence, on lui a dit qu'il n'était pas fait pour ça. Alors il faut j'allais dire composer, c'est le mot qui convient, enfin, il faut faire avec. Il faut faire avec ce Nietzsche-là et le replacer dans des configurations particulières. Et puis pour répondre plus précisément à votre question, inscrire comment Nietzsche n'est pas devenu le musicien qu'il était tout de même, dans une configuration qui a été celle de 25 siècles d'histoire de la philosophie, il y a effectivement des philosophes qui sont musiciens et des philosophes qui ne le sont pas. Ça permet déjà vraiment de séparer clairement en deux lignes de force. Dans la ligne de force des gens qui s'occupent de la musique, il y a des théoriciens de la musique. Par exemple, Descartes écrit sur la musique. Saint-Augustin écrit sur la musique, mais ce sont des gens qui écrivent sur la musique comme vibration, une théorie de la vibration, une physique de la musique, pour essayer de nous expliquer un peu sur le principe pythagoricien que peut-être c'est une façon de penser le monde à partir des harmonies, des équilibres et des chiffres, que peut-être Pythagore n'a pas complètement tort, et qu'on devrait pouvoir, en travaillant pour le coup sur les vibrations que sont les notes musicales, obtenir un discours sur la musique. Et puis, des gens qui pour le coup sont des compositeurs, réellement. Alors là, pour le coup, ça se rétrécit considérablement. On a Rousseau, qui écrit Le Devin du village, qui invente une méthode d'écriture. On a évidemment Nietzsche, et puis on a Adorno, qui écrit de la musique sérielle. Et c'est à peu près tout. Puis on a des gens qui, comme ton ami Clément Rosset, connaissent la musique, ou Jean Kelevitch connaissent et aiment la musique aussi, mais pour autant ne l'ont pas pratiquée de l'intérieur. Alors c'est intéressant, moi j'aime bien votre question, qu'aurait donné...
Pasternak a écrit de la musique. Oui, mais il n'est pas philosophe, Pasternak. Non, écrivain. Ah oui, d'accord. Donc, si on parle des écrivains, après c'est autre chose. Mais je veux dire, parmi les philosophes, ils sont vraiment très peu nombreux. Bon, moi, je ne pense pas que philosophe et écrivain, ce soit exactement la même chose. Enfin bon, ajoutons Pasternak. Mais bon, un théoricien, un philosophe, c'est pas un écrivain, c'est pas un romancier, il n'y a pas de roman chez... Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Ajoutons Pasternak parmi les littéraires. Je parlais des philosophes, mais ajoutons Pasternak si tu veux. Mais je pense que quand ces gens-là ont théorisé sur la musique, ils ont dit l'essentiel de la musique. C'est-à-dire qu'ils ont fait des raccourcis, et il y a parfois dans quelques phrases musicales la quintessence de la pensée d'un philosophe. Et quand on dit parfois qu'il vaut mieux un bon dessin, un long discours, un petit croquis, un long discours, on peut, en entendant quelques mesures de Nietzsche. Alors évidemment, il faut peut-être connaître l'œuvre de Nietzsche, mais je veux dire, hier, quand Bruno a commencé à diriger cette œuvre, dans les quelques mesures, on rentrait dans l'art de Nietzsche, on rentrait dans l'esprit de Nietzsche, dans le cerveau de Nietzsche. Il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. Même chose quand on écoute quelques mesures du Devin du village de Jean-Jacques Rousseau. On entend ça. Même chose chez Adorno. Et de fait, ils sont peu nombreux, les philosophes qui ont composé, qui ont aimé la musique, qui ont été vraiment des mélomanes, simplement parce qu'il y a une tradition dans la philosophie occidentale de la haine du corps. Et que l'amour de la musique va avec la célébration du corps. C'est le corps tout entier qui écoute. Et quand on va voir du côté de ces philosophes-là, ce sont des philosophes qui ont eu le désir de laisser au corps une place majeure, une place prépondérante. C'est un peu aussi Schopenhauer qui n'a pas composé la musique, mais qui a pensé la musique, qui a eu une théorie de la musique, et qui en même temps il jouait de la flûte, mais pas composé. Restons sur ce principe qu'il s'agit des philosophes qui composent de la musique, on va trouver des écrivains etc., des philosophes qui jouent de la musique, ça va être autre chose. Mais je veux dire, si la question est les philosophes qui ont composé de la musique, Schopenhauer n'en a pas composé. Mais j'ai parlé tout à l'heure de Clément Rosset qui joue du piano, j'ai parlé de Jean Gelevitch qui joue du piano, ce sont donc des mélomanes, mais des gens qui n'ont pas composé. C'est pas la même chose, je pense, que de s'essayer un jour à dire le monde autrement qu'avec les mots, et de dire, voilà, je vais faire entendre le monde qui est le mien. Ce qui fait que ça devient extrêmement réduit dans l'histoire de la pensée occidentale. Les philosophes qui se seront essayés à la composition, et tous, mais là je parle sous ton contrôle parce que tu connais la musique et moi pas, mais je pense que ce ne sont pas de grandes œuvres à chaque fois. C'est-à-dire, et chez Rousseau, et chez Adorno, sont des œuvres qui sont de bonne facture, on dira, de bonne facture, des choses de bons élèves, on dira en même temps. Mais en même temps, ça me paraît un peu normal, c'est un peu, on va dire, le violon d'Ingres, quand on n'en est pas le professionnel, cette discipline-là ne peut pas nous permettre d'exceller, ne peut pas exceller en tout. Des gens qui auraient été géniaux en tout et qui se seraient exercés à la peinture, la littérature, la musique, l'architecture, etc., et qui auraient abouti à chaque fois à des découvertes ou des révolutions, ça n'existe pas. Simplement parce que je pense que si on est doué d'une énergie, il faut qu'on lui trouve une forme et qu'on ne peut pas s'éparpiller dans des formes multiples. Mais ce qui est très intéressant, on n'a pas beaucoup parlé finalement, c'est Nietzsche improvisateur. Finalement, l'improvisation est mal aimée dans la musique, malgré les grands génies qui tous étaient improvisateurs. Bach, Beethoven, toute la chaîne des grands improvisateurs, Mozart, Chopin, Liszt, n'en parlons pas. Donc l'improvisation en musique me paraît quelque chose de crucial et il y aurait toute une réflexion à faire autour d'elle qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Et dans cette catégorie semble rentrer Nietzsche comme un grand improvisateur et non pas un grand compositeur. Et ça, sont les témoignages de tout le monde, donc ça me semble important. Et à chaque fois que les philosophes réfléchissent sur la musique chez Nietzsche, ils n'ont pas tellement parlé de ça, ils ont noté le fait, mais il y aurait quelque chose à dire de ça, parce que l'improvisation, c'est pas anodin dans la musique, loin de là. On va peut-être pas juste dire que, bon, le fait de savoir si Nietzsche prend un compositeur estimable, de dire, de toute façon, la musique, c'est ce que j'essayais de dire, est quelque chose qui, chez Nietzsche, excède tellement ce problème, et tellement partout, qu'on peut passer là-dessus, même si Bruno ne tient absolument pas, puis on va parler de l'œuvre de Nietzsche, mais de toute façon, comme on va être là pour des siècles, on va avoir le temps de se confronter à tous ces problèmes, mais c'est ça qui me semble important. Quant à l'histoire de la castration, juste pour te répondre, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de génie dans l'histoire de la musique, de toute façon, cher Michel, qui était poussé délibérément par ses parents, vas-y, fais de la musique, mon fils, ça va être super, tu vas réussir. Ni Beethoven, ni Schubert, les pauvres, donc eux répondent aussi à cette histoire de, voilà,
Mais je crois qu'on crée par-delà. Pour être Nietzschean, vraiment, et que Nietzsche, s'il avait eu un message extraordinaire musical à nous délivrer, je crois que malgré le vilain Hans von Bülow, qui a dit des choses effectivement cruelles sur la composition de Nietzsche, malgré Wagner, voilà. Mais par contre, il y a vraiment à réfléchir, Michel, et tout c'est mieux que quiconque, sur la relation de ce type, sans doute, et psychologiquement très importante et très étrange entre Wagner et Nietzsche. Il y a quelque chose qui se joue là, vraiment, et de la rupture de Nietzsche avec Wagner, qui a sûrement à voir avec son incapacité à être Wagner aussi, malgré tout, musicalement. Et là, c'est très très complexe. Et là, on rentre dans des abîmes. Et on pourrait nous sortir aussi quelques psychanalystes à l'occasion, avec ta permission. C'est une blague. Continuons. Merci. Dunque, si è toccato il tema della castrazione di Nietzsche come musicista e effettivamente diciamo questo è un tema che emerge negli scritti di Michel Onfray e soprattutto è un tema che viene toccato all'interno della costruzione del superuomo, che è il recente volume della Controstoria della filosofia dedicato largamente alla figura di Nietzsche. Io qui ho trovato delle pagine interessanti sulla funzione che Nietzsche, sullo schema, diciamo, nel quale Nietzsche inserisce precocemente la musica all'interno della sua vita, perché noi sappiamo che lui si dedica, è stato ricordato anche adesso, precocemente allo studio del pianoforte e scopre altrettanto precocemente uno schema che si rivelerà importantissimo per la sua vita, quello della conversione del piombo esistenziale in oro artistico. Sto citando parole di Michel Onfray. E cioè trova nella musica, così come nella poesia, nelle arti in generale, una soluzione estetica ai suoi problemi esistenziali. E sempre nella costruzione del superuomo si cita un passo secondo me molto eloquente da questo punto di vista, in cui Nietzsche, siamo nella nascita della tragedia, scrive: l'arte è l'incantatrice che reca guarigione e salvezza, in grado di mutare gli aspetti terrificanti o assurdi dell'esistenza in rappresentazioni con le quali è possibile vivere. Ecco, io chiederei sia a Michel innanzitutto e a Jean-Yves Clément qual è questo piombo esistenziale che Nietzsche deve convertire anche attraverso la musica in rappresentazioni con le quali sia possibile vivere. Grazie. Oui, c'est un peu la thèse de... Bon, il ne faut pas embêter forcément Jean-Yves avec cette thèse-là, parce que c'est plutôt la mienne, mais je pense effectivement que quand il est question de castration, alors entendons-nous bien, il y a des mots qu'on utilise, on a l'impression que c'est un hommage qu'on rend à Freud, en oubliant que Freud a emprunté ces concepts-là à Nietzsche. On n'a pas beaucoup dit que Freud avait beaucoup pillé Nietzsche et qu'il avait effectivement fait savoir qu'il n'avait jamais lu Nietzsche parce qu'il avait peur d'y trouver des choses qui auraient été trop importantes pour lui. Enfin, il a lu Nietzsche. Quand il a quitté l'Allemagne, il a emmené les œuvres complètes de Nietzsche à Londres. Ça jouait un rôle important dans son existence. Et toutes les théories de modèle du père, de modèle de la mère, les théories de la castration, indépendamment du complexe d'Oedipe, c'est quand même ça qu'il faut signaler, ce sont des thèses qu'on trouve chez le Nietzsche de ce qu'il appelle la psychologie des profondeurs, c'est-à-dire le Nietzsche du humain trop humain. Opinion et sentence mêlées et Le voyageur et son nom sont des ouvrages dans lesquels il propose sa psychologie. C'est une psychologie dans laquelle Freud a considérablement puisé. Donc quand je parle de castration, je ne suis pas dans une perspective ni freudienne ni lacadienne, mais dans cette idée que quand on interdit, quand on coupe un flux, il faut que cette énergie se dirige ailleurs. Donc l'économie de la musique, enfin, penser la musique ou le rôle de la musique chez Nietzsche, ça doit se mettre en perspective avec ces flux qui ont été arrêtés. Alors bien sûr, tu as raison, il y a des gens à qui on n'a pas dit fais de la musique, vas-y si tu veux en faire, mais c'est pas la même chose de ne pas être interdit, d'être encouragé et d'être interdit. Ce sont trois choses vraiment très différentes. Entre ceux à qui on dit je ne vois pas d'objection, ceux à qui on dit vas-y, et puis ceux à qui on dit non, surtout pas. Quand le père n'est plus là, que le père est mort, que c'est la mère qui fait la loi et que il s'agit pour le coup de refuser la carrière que le père avait faite,
on est dans une configuration particulière. Pas de loi générale, soyons nominalistes sur ce terrain-là. Si la musique joue un rôle dans la vie de Nietzsche, c'est parce qu'elle est un refoulé, mais au sens deleuzien du terme. C'est un flux qui n'a pas pu trouver son sens dans la musique. C'est donc un flux qui va trouver son sens dans la philosophie. Sauf que la philosophie pour Nietzsche, ça n'est pas séparable du corps, ça n'est pas séparable de la vie. Et il fait partie, et comme je disais tout à l'heure qu'il y avait deux lignes de force, il y avait les philosophes qui sont des théoriciens, ou des gens qui sont dans le théorétique, pour qui la théorie, c'est ce qui importe et peu importe le reste à côté, et puis vous avez un autre lignage des philosophes existentiels, pour lesquels la philosophie c'est d'abord un art de vivre. Et pour Nietzsche, la philosophie ça a été surtout un art de vivre. Même quand il pense au départ le rôle que Wagner pourrait jouer dans l'Allemagne, il le pense en termes très concrets, très pragmatiques. Il s'agit de changer la vie, de changer les choses, de changer le monde, de changer l'Allemagne, de changer l'Europe. Et plus tard, ce sera la même chose, se changer plutôt que changer l'ordre du monde, mais changer tout de même, agir, produire des effets sur le réel. Et si la musique s'est trouvée comprimée en un endroit, l'endroit de la composition, eh bien elle s'est trouvée sublimée dans une autre composition qui est l'œuvre philosophique. Parce qu'effectivement, le premier travail, Naissance de la tragédie, c'est plutôt un travail de philologue. Le second travail, ce sont plutôt les considérations intempestives, ce sont des réactions sur l'actualité, mais sur une actualité qu'on voudrait un peu générale, sur l'histoire, sur David Strauss, sur Schopenhauer, sur l'histoire. Et puis par la suite, il y a ce gros paquet extrêmement important qu'on oublie assez souvent, qui est le Nietzsche psychologue. Et c'est ce Nietzsche psychologue qui fait une introspection, tout un travail d'introspection sur lui-même. Et quand il dit qu'il s'agit de devenir ce que l'on est, mais qu'est-ce que l'on est? Eh bien, on est ce qu'on a déjà été, puisque l'éternel retour fait la loi pour Nietzsche. On a déjà été ce qu'on est. On ne peut pas ne pas être ce qu'on est, puisqu'on l'a été, qu'on le sera éternellement et indéfiniment. Donc, la loi de Nietzsche, elle est dans ça. La philosophie, c'est d'abord un art de vivre. La musique, si elle ne peut pas être présente sur le terrain de la composition, elle le sera sur le terrain de la composition philosophique. Et l'existence peut être entendue en ce sens. Alors, tu as posé une question importante tout à l'heure, Jean-Yves, sur le rôle de Wagner. Oui, il y a un rôle de père de substitution entre Nietzsche et Wagner. Nietzsche a assisté à l'agonie de son père et à la mort de son père. Il a vu son père mort. Quelques temps plus tard, il fait un rêve prémonitoire, il voit son père qui sort de sa tombe, qui vient chercher son frère et qui emmène son frère dans la tombe. Dans les 48 heures qui suivent, le frère de Nietzsche meurt de convulsion. Donc effectivement, il part sur un terrain assez terrible. Et le père lui manquera toujours. Donc il vit avec sa mère, il vit avec sa grand-mère, il vit chez des tantes, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de figure masculine. Et quand il découvre la philosophie, c'est avec Schopenhauer. Et d'un seul coup, alors qu'il est philologue, d'un seul coup, il achète Le Monde comme volonté, comme représentation, le monde se coupe en deux. Il découvre une théorie du monde, une théorie de la vie, une théorie de la douleur et de la souffrance, une théorie esthétique extrêmement importante, l'idée que le réel ne serait jamais qu'un vouloir, et que la musique serait un pur vouloir sans représentation. C'est quelque chose qui le séduit terriblement, et c'est la musique qui le conduit à la philosophie. C'est cette théorie de la musique chez Schopenhauer qui va le conduire à une pratique philosophique qui sera une pratique de l'ascèse. Et quand il découvre Wagner, un peu par hasard, parce que dans un salon, il avait parlé d'une œuvre de Wagner et il en avait joué une réduction pour piano. Et cette bourgeoise qui un jour reçoit Wagner dit à Wagner qu'elle connaît un jeune philologue et qui est enthousiaste par l'œuvre de Wagner, et elle les fait se rencontrer. Et c'est un deuxième coup de foudre. Il aurait aimé que Schopenhauer fût vivant, mais Schopenhauer était mort quand il découvre Le Monde comme volonté, comme représentation, et de fait Wagner devient un père, c'est-à-dire l'homme qui se fait, il le dit à un moment donné dans Humain trop humain, si on n'a pas un bon père, s'en faire un. Et bien effectivement, il n'y a pas de père, et bien il s'en fait un, et c'est Wagner. Et de fait, il attend de Wagner ce que Wagner ne lui donnera pas, parce que Wagner est très mégalomane, il est très narcissique, il pense qu'il faut travailler pour lui, qu'il faut être là pour lui, il ne donne pas, il n'est pas généreux, il ramène toutes les choses à lui, et Nietzsche avait vraiment le désir de faire quelque chose avec lui et pour lui. Simplement, il y a cette affaire de Bayreuth, mais il y a aussi ces caractères impossibles. Ce sont deux caractères impossibles, Wagner disant « mais vous avez de la chance que je vous permette de dire du bien de moi, ou d'être mon héros, ou d'être
ou d'être mon valet, ou d'être mon disciple. Ce n'est pas le genre de Nietzsche de consentir à ce genre de choses. Donc la musique, elle l'amène à la philosophie. La musique et EST, la philosophie, pour lui, ça n'est pas dissociable. Je pense que la musique conduit à la philosophie conduit à la musique, que la musique joue un rôle philosophique, que la musique, c'est ce qui lui permet aussi d'écrire soit des formes brèves, comme les aphorismes, soit des formes longues, comme Ainsi parlait Zarathustra. C'est quand même un long poème, écrit très vite, une espèce de grand délire hystérique, mais c'est quand même une espèce d'opéra sans musique, et il me semble qu'il aura été toujours musicien, et qu'on ne peut pas l'être quand on l'a été aussi superbement dans Ainsi parlait Zarathustra, et puis l'être dans des compositions sur lesquelles il reviendra. Tu dis qu'il a arrêté de composer très tôt, mais jusqu'à la fin, il a repris ses œuvres. Il les a retravaillées. Il n'a jamais considéré que c'était définitif et qu'il fallait laisser de côté. C'était toujours tenaillé par ce désir-là, qu'il revenait sur ces œuvres-là, qu'il les réécrivait, qu'il les retravaillait, sans pour autant déboucher. Ceci dit, il a débouché sur des œuvres qui, en même temps, étaient des telles... Il y a des poèmes symphoniques, il y a des opéras, il y a des petites pièces brèves comme il y en a chez Weber, donc quelques-uns, je ne sais pas si tu es d'accord, mais il y a quelques aphorismes de Nietzsche qu'on pourrait rapprocher de quelques pièces brèves comme ça de Weber, qui sont, et même dans l'œuvre, dans l'œuvre du Zarathustra, quand on lit Secret, liberté, c'est une espèce de petit bijou, mais qui est en même temps tout le programme existentiel de Nietzsche. Ça tient en ces petites phrases. Donc de fait, la musique n'est pas séparable de l'œuvre, de la vie, de la pensée, de la construction de soi, y compris du surhomme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grande musique du monde. Le surhomme, c'est celui qui se met à l'écoute de cette musique et qui finit par vibrer sur cette musique, ou par vibrer à cette musique. Oui, je suis d'accord avec tout ça, évidemment, mais je pense parce que Nietzsche ouvre la voie finalement à des compositeurs après lui, même pas à partir de sa musique à lui, mais par rapport à la musique de son écriture, sa pensée, son style, que tu le dis, et je pense à quelqu'un comme, voilà, de façon très proche, comme Scriabine, qui non seulement est sûrement inspiré par l'esthétique de Nietzsche, mais qui se met, lui est un cas à part, lui c'est un musicien qui fait de la philosophie, qui écrit des poèmes. On peut aussi dégager la figure du philosophe ou de l'écrivain du musicien pardon, qui écrit de la littérature ou de la philosophie, comme Scriabine. Et effectivement, il y a sûrement quelque chose chez Nietzsche très moderne qui appelle à des formes d'expression musicale à venir, comme chez le dernier Liszt, pour prendre aussi un contemporain de Nietzsche finalement. Et puis après, tous ceux que tu as dit, Berg, Webern, Schoenberg, et ce Scriabine si important et si à part du monde musical, et qui est inspiré doublement par Chopin, Liszt, Wagner beaucoup, et aussi par Nietzsche dans son poème de l'extase, et voilà, un compositeur directement nietzschéen, Alexandre Scriabine. Non, je vais juste rappeler que finalement la naissance de la tragédie ne parle que de musique, de l'esprit de la musique, et Nietzsche le dit dès le début, et qu'elle dégage quand même deux catégories très importantes. Michel, c'est ça autrement mieux que moi finalement. Deux catégories esthétiques, l'apollinaire et dionysiaque, et il faut rappeler que Dionysos qui habite toute la philosophie de Nietzsche finalement est le dieu de la musique par excellence, le dieu musical, le dieu de l'ivresse, la création, le démiurge pur, et le musicien même en quelque sorte, et qui se battra jusqu'à la fin contre le crucifié, vous savez ça. Et Jésus en particulier, qui n'est pas spécifiquement un philosophe musicien, d'une certaine manière. Donc pour dire qu'à quel point, et on est tous là pour le chanter, en fait, Nietzsche est musicien avant tout, et justement le chant est quelque chose qui revient sous sa plume dans son œuvre de façon obsessionnelle, dans Zarathustra, de façon très précise et poétique, comme quelque chose de fondamental, comme si par-delà toute chose et par-delà même toute musique, instrumentale ou autre, le chant présidait, était au-delà des choses et de tout, et ce chant primordial, ce chant des abîmes, des abysses, ce chant cosmique. Et finalement Nietzsche est toujours un nostalgique absolu, en ça un musicien absolu, qui cherche un chant supérieur, le chant d'Ariane, le chant de Dionysos, le chant comme il écrit à Peter Gass, le fou, il écrit cette chose merveilleuse, chante-moi un chant nouveau, les cieux sont transfigurés, le monde exulte, chante-moi un chant nouveau, chante-moi un chant nouveau. Quelle phrase, il y a cette quête extraordinaire chez Nietzsche, où là tout se confond jusqu'à en devenir fou. Encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les mots, les notes, les sons, qu'est-ce que c'est que la musique finalement? Est-ce que la musique n'a pas le pouvoir de nous emmener au-delà de toute musique?
comme chez Nietzsche, est-ce que le style n'a pas le pouvoir, le grand style nous emmène au-delà de tout style? Qu'est-ce que c'est qu'un livre qui n'est pas au-delà de tous les livres, qui ne nous emmène pas au-delà de tous les livres? Dit Nietzsche, il y a comme ça un idéalisme supérieur chez Nietzsche, un idéal au-delà même de l'idéal, quelque chose qui a tout pour nous rendre dingue. Grazie. Bruno, poi... Beh, sono tante le sollecitazioni, ma ovviamente l'interesse mio innanzitutto, e credo anche delle persone in sala, è soprattutto quello di sentire l'opinione dei nostri due amici ospiti. Evidentemente non sono d'accordo su quasi nulla di ciò che ha detto Jean-Yves, ma forse anche per questo come dire, siamo amici sulla musica di Nietzsche, perché invece io ritengo che ci sia, come spesso c'è nel mondo della musica, una certa sufficienza nel giudicare dei manufatti come quelli di Nietzsche, che sono sicuramente manufatti incompleti, di uno che non ha mai dedicato in maniera organica del tempo e del lavoro alla musica, l'ha sempre fatto nei ritagli di tempo, e quindi anche se un pezzo è completo, ne abbiamo diversi, e sicuramente stiamo lavorando su dei brani ai quali lui ha dedicato soltanto una parte del loro tempo, e io credo che siano innovativi, geniali e che hanno bisogno di essere studiati, evidentemente uscendo da quelle logiche sia di tipo estetico ma anche di tipo banalmente esecutivo, come quelli che abbiamo vissuto ieri. Io, se posso portare la mia piccola esperienza, lavorare sull'inno alla vita, sia a casa mia quando lo studiavo, lavorare col coro quando l'abbiamo preparato, lavorare durante le prove con l'orchestra, il significato di quel brano era ben diverso dalla classica esecuzione che segue il classico rituale ottocentesco della sala da concerto, che vive in questo momento anche un gioco e un meccanismo di attesa e di necessità che secondo me non sono perfettamente coerenti con il brano e con il valore che questo brano assume. Avrebbe bisogno di essere sentito, ascoltato, vissuto in maniera diversa, e penso che l'idea, la forza che Nietzsche mette in queste note non può essere vista e giudicata e letta soltanto su un piano di bellezza, su un piano estetico, valutando se la musica di Brahms, che per me è meno bella in assoluto rispetto a quella di Nietzsche, è più o meno bella. E credo che lo sforzo che dobbiamo fare, innanzitutto noi musicisti, sia quello di prendere sul serio Nietzsche almeno per un po', almeno provarci, cosa che secondo me nessuno ha fatto, e che credo, e lo dico da musicista, e da musicista che si è fatto promotore di questo incontro, di questo laboratorio su Nietzsche e la musica, è un po' il lavoro che io con alcuni amici qui di Como vorremmo tentare di fare, e quindi non solo organizzare un bel concerto dove ascoltare un po' di buona musica, ma prendere questa musica e cominciare ad ascoltarla, viverla, tentando di valorizzarne come dire, l'originalità, perché sicuramente basti pensare alla forma, ci sono dei brani che sono straordinari in termini proprio di costruzione formale, magari dei brani incompleti, ma noi ammiriamo la Pietà Rondanini di Michelangelo al Castello Sforzesco di Milano, anche se ci rendiamo conto che la Pietà Rondanini è incompleta perché non è stata terminata, ma questo non toglie assolutamente valore, quindi non è come dire, un compositore, come dire, che non ce l'ha fatta o che ha composto, è un compositore che ha lasciato una traccia secondo me fondamentale proprio da musicista, ed è per quello che prima inizialmente mi permettevo di dire che forse l'incontro di oggi, ma ci ho pensato troppo tardi, e negli scambi di mail poi se ci siamo accordati su Nietzsche filosofo musicista, che sarebbe stato meglio chiamarlo Nietzsche musicista filosofo, perché credo che partendo da lì forse potremmo inaugurare una riflessione che non so dove ci possa portare, perché ci porterà tra un paio d'anni ad essere perfettamente d'accordo con Jean-Yves su quello che ha detto oggi, però mi piacerebbe ugualmente fare questo viaggio, tentare di allontanarmi da questa visione che è la classica visione del musicista, uno suona due note e poi rischia di essere un po' così, dice vabbè, ho capito che non è un grande, e tentare invece di rimetterlo al centro di una riflessione, di un'esecuzione diversa. Io poi volevo cogliere l'occasione per salutare una persona che si è appena alzata, che è Dorothea Schwarz, che è un'altra amica dell'Università Popolare di Como, che volevo salutare, e Miriam, che è qui con noi, che fanno parte anche loro della famiglia dell'Università Popolare, che prima mi sono dimenticato di salutare e di ringraziare per essere qui con noi. Riccardo, ti rilascio la parola.
Grazie, io proprio riallacciandomi a quest'ultima riflessione che stavi facendo, tu hai di fronte l'edizione completa dell'Ascito musicale di Nietzsche, un libro che quest'ultime settimane ha girato vorticosamente tra di noi e di cui tu probabilmente sei uno dei 10 acquirenti, diciamo. La cosa che colpisce è la quantità appunto di torsi, di frammenti, no? Di pagine compiute o di rielaborazioni successive della stessa pagina. Qualcuno ha detto: non ci sarà forse in questa tendenza al frammento qualcosa di quella tendenza all'aforisma che sul piano filosofico si manifesta in Nietzsche in un momento successivo, ma che forse musicalmente è già un'attitudine presente nelle composizioni degli anni, nella fase compositiva degli anni 60, 70. C'è una relazione tra questa tendenza a risolvere nel frammento, c'è un'anticipazione della scrittura filosofica aforistica che poi ha reso Nietzsche celebre, o sono due fenomeni completamente senza coordinamento, senza relazione? Il y a sans doute même univers esthétique, déjà quelque chose qui consiste à penser qu'on peut dire, comme il le dit dans l'aphorisme, 10 lignes à la place de ce qu'aucuns disent en 10 volumes, ou plutôt ils rajoutent ne disent pas en 10 volumes. Donc il y a une foi en la condensation, en la synthèse, en quelque chose comme ça. Mais ça, c'est une attitude musicale. Donc il retire sans doute, à mon avis, proprement